Bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue. Alors, on est en plein mois de décembre. Comme vous suivez depuis le 1er décembre, on vous a préparé un super calendrier de l'Avent avec toute l'équipe. Et vous avez vu une publication. Alors, attendez que je revérifie la date. Quand est-ce qu'elle a eu lieu cette publication? C'était le 2 décembre, donc le deuxième jour du calendrier de l'Avent. On vous a posé la question, si vous aviez une question à poser à Andy, qu'est-ce que vous aimeriez lui poser comme question? Alors on a eu énormément de questions de ce fait qui sont arrivées. On a commencé à les lire, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on répond à chaque question? Est-ce qu'on groupe les questions à peu près sur le même thème? Et puis finalement Andy, tu m'as dit? Oui, j'ai regardé des questions, j'ai trouvé qu'il y avait des questions très intéressantes. Plusieurs questions sur le même type de thème, donc sur lesquelles je pouvais répondre un petit peu rapidement, de manière plus globale. Mais je me suis dit, avec autant de questions, et parce que vous avez pris le temps de poser les questions, je pouvais faire un petit peu différemment et au lieu de faire juste répondre à 3 questions, répondre à toutes les questions en 3 fois. Donc, ça fait pas mal de questions à répondre. Je vais essayer d'aller assez rapidement parce que plusieurs questions sont très similaires. Voilà. Mais je vais essayer de continuer assez rapidement sur les questions. Mais j'apprécie beaucoup votre investissement de poser ces questions-là. Donc, je préfère de répondre à toutes vos questions. Donc, c'est un petit peu un plus grand bloc. Les vidéos sont un petit peu plus longues. Mais au moins, vous avez toute la réponse à vos questions. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais moi lire les questions à Andy dans l'ordre où elles ont été postées sur l'interface Facebook. Et puis comme ça, Andy va y répondre au fur et à mesure. Donc voilà, ça fera 3 vidéos. Donc je pense qu'on va faire une dizaine de questions aujourd'hui. Et puis on répondra à la suite la semaine prochaine. Donc restez bien connectés sur le calendrier. Alors la première question, c'est Mélissa Jordan qui nous l'a posée. Elle nous demande comment gérer un jeune cheval qui pointe et qui tente de mordre lorsqu'on lui demande des exercices. Est-ce que cela veut dire que la pression a été trop forte? Merci. Très bien, merci Mélissa. Je ne pense pas que c'est un problématique de trop fort dans la demande. Quand on a un problème, et c'est ce que je disais, souvent la réponse à la question va appliquer à plein d'autres problèmes, où la bonne réponse est trop facile et le cheval profite, ou la mauvaise réponse et pas assez difficile. Je veux dire, où la mauvaise réponse est trop facile, donc le cheval y profite, ou la bonne réponse n'est pas assez facile. J'espère que j'ai été clair. Mauvaise réponse facile, ça veut dire que le cheval y profite. Donc s'il pointe, il y a un enlèvement de pression, ou le humain recule. S'il mord, il y a un enlèvement de pression, ou le humain recule, ou l'exercice s'arrête. Parfois même, il y a un cheval qui mord, le humain s'arrête l'exercice pour donner un baffe au cheval. Bon, ça, c'est un comportement très anthropomorphique parce qu'on sait que le cheval ne peut pas assimiler la punition. C'est pas un humain, c'est un cheval. Donc, le problématique avec ça, c'est qu'on arrête l'exercice pour donner la punition, mais on arrête l'exercice quand même. Où le cheval pointe et la personne s'arrête et il engueule le cheval, « Oh, arrête ça !» Mais le fait, c'est que l'exercice a été arrêté. Donc, je ne pense pas que c'est un problème de force, mais c'est peut-être un problème de timing. Faites très attention qu'il n'y ait pas un enlèvement de pression face à un mauvais comportement et qu'il y a un enlèvement de pression face au bon comportement. Renforce le bon, mais fais attention de ne pas renforcer le mauvais. Donc, si le cheval pointe, c'est aussi, c'était posé dans plusieurs questions, le cheval qui cabre, c'est un manque de contrôle de l'arrière-main. Si le cheval est mis debout, rapidement disengage l'arrière-main, préférablement pendant que le cheval est debout. Il y a plein de théories, plein de mythes par rapport à taper le cheval sur la tête, on fait ci, on fait ça. Le cheval ne cabre pas avec sa tête, il cabre avec ses postérieurs. Donc si le cheval pointe, manque de contrôle de l'arrière-main, donc vérifiez, est-ce que vous avez le contrôle de l'arrière-main? Parce que si le cheval pointe, je crois que non, que le cheval a le contrôle de son arrière-main. Et si le cheval mord, est-ce que les exercices sont assez intéressants? Peut-être enchaîner plus vite. C'est probablement pas une question de est-ce que je suis trop fort, mais est-ce que j'ai un rythme plus intéressant? Mordre, gratte avec l'antérieur, beaucoup d'autres comportements sont des signes de frustration. Mais surtout, les chevaux qui grattent et les chevaux qui mordent sont frustrés, probablement pas assez de contrôle de l'environnement. Donc, est-ce qu'il y a un enlèvement de pression? Est-ce que le cheval a l'impression de gérer son humain ou pas? Et si le cheval a l'impression que le humain est incompréhensible, ça va amener la frustration et la frustration va amener le mauvais comportement. Donc, je pense essayer d'élargir tes panoplies d'exercices. Déjà, dans le step 1 au sol, il y a une trentaine. Donc,
élargir le panoplie des exercices pour être plus intéressant, d'avoir un cheval plus impliqué dans le travail et comme ça moins frustré. Et le cheval ne peut pas faire deux choses en même temps. Donc pendant que tu occupes ses pieds, tu occupes son esprit. Mais s'il n'est pas assez occupé, son esprit peut devenir un petit peu plus le diable et commence à poser d'autres problèmes. Donc je ne pense pas que c'est une question d'est-ce que je suis trop fort, est-ce que je suis assez intéressant et est-ce que je suis sûr de ne pas faire un enlèvement de pression face à ces mauvais comportements et est-ce que je suis sûr de faire un enlèvement de pression face aux bons comportements. Oui, vraiment, tout ce retrait de pression est important. Et c'est vrai, quand tu as expliqué le contrôle de l'arrière-main, c'est vraiment une clé essentielle à vraiment avoir sur plein d'exercices. C'est très surtout le chevaux. Le moteur, ça se trouve derrière la selle. Donc, c'est l'arrière-main. Si vous n'avez pas le contrôle de le moteur, vous n'avez pas vraiment le contrôle du cheval. La tête, c'est la clé, mais le moteur, c'est l'arrière-main. Alors, ensuite, une autre question de Kikis Lé. Je ne sais pas comment c'est prononcé, mais c'est pas grave. Alors, par quel Moi, je vais même pas essayer de prononcer. Donc, elle nous marque par quel bout commencer. Est-ce qu'il vaut mieux se former à l'éthologie avant ou après l'achat de son cheval? Et vaut-il mieux commencer directement sur un jeune ou sur un 8 ans? Merci d'avance. Donc, je vais répondre à la dernière partie de la question d'abord en disant commence avec le 8 ans. Pourquoi? Parce qu'un jeune cheval, il est en pleine construction de son cerveau, même 3-4 ans, il y a encore la construction de cerveau, surtout le très jeune chevaux, donc le poulain. On peut manipuler un poulain, on ne peut pas faire une erreur. On n'est pas le droit parce que le chevaux, ils apprennent trop vite à cet âge-là, particulièrement pendant la myélination ou la fabrication de le tissu de cet organe, le cerveau. Donc, les choses qui entrent quand le cheval est jeune sont beaucoup plus indélébiles que les choses qui entrent plus tard. Donc, la probabilité, c'est que quand on apprend, on va faire les erreurs. Le problématique, c'est que si on fait les erreurs avec un jeune cheval, il va apprendre de ces erreurs-là. Et on est mieux de former avec un cheval qui pardonne mieux, même si tous les chevaux, ils sont capables de pardonner, ils sont incapables d'oublier. Mais un vieux cheval, un cheval avec plus l'âge, donc dans ce cas-là, le 8 ans, va pardonner beaucoup mieux qu'un jeune cheval qui va ni pardonner ni oublier. Donc, on est mieux, si on veut faire les erreurs, commencer avec un cheval avec un petit peu plus les heures sur le compteur. En apprenant, vous allez faire les erreurs parce qu'on apprend par essai et erreur. Donc, le premier cheval, ce n'est pas le meilleur. Le deuxième, c'est mieux que ça. Le troisième, c'est très bien. Et chaque cheval, si on est toujours en progression, toujours en croissance, chaque cheval est mieux que le précédent. Donc, je conseille de commencer avec l'autre, avec le cheval de 8 ans, pas avec les jeunes. On peut commencer à apprendre, nous, à tout moment, surtout sur la partie théorique. Je trouve que c'est une partie très, très importante, souvent oubliée par le cavalier. Il va aller direct dans la technique, parfois direct dans l'équitation, sans avoir passé par la phase compréhension. Donc, je pense que si tu veux comprendre l'animal, il faut comprendre ses capacités et ses incapacités cognitives, le fonctionnement de son cerveau, comment le cheval apprend. Parce que si l'homme ne sait pas comment le cheval apprend, ça va être difficile à éduquer le cheval. Et cet apprentissage-là, chez nous, on peut faire à tout moment. Donc, même si je n'ai pas un cheval, je peux apprendre comment le cheval apprend. C'est là que vous pouvez faire même avant l'achat de cheval. Pratiquer l'éthologie, mieux intégrer que pratiquer, dans le sens que ce n'est pas une discipline séparable de l'équitation. Il y a des gens qui disent « je fais l'équitation 3 fois par semaine ». Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris grand-chose. Tu ne peux pas pratiquer l'éthologie 3 fois par semaine. C'est un petit peu comme les gens qui disent « oh, et 2 fois par semaine, je fais le développement personnel ». Ça veut dire que tu n'as rien compris. Tu intègres ce que tu apprends dans ta vie. 3 fois par semaine, j'applique la bonne nutrition. Ça veut dire que je mange le merde les autres jours. Donc, c'est très important. Ce n'est pas quelque chose qu'on pratique, c'est quelque chose qu'on intègre dans tout ce qu'on fait. On peut faire les exercices qui sont connus de manière inexacte, les exercices d'éthologie, mais ces exercices-là sont les exercices pédagogiques pour aider les hommes à mieux comprendre le cheval. Donc, à tout moment, vous pouvez démarrer dans la compréhension de cet animal. Et je conseille fortement, commencer avec la théorie, comprendre avant de pratiquer. Bon, merci. Alors ensuite, troisième question, c'est Françoise Lamini qui l'a posée. Alors, que faire quand une jument, après un quart d'heure de travail, se bloque et ne répond plus à la jambe, ni au tap-tap derrière la jambe?
Normalement, un cheval devrait avoir envie d'enlever quelque chose d'inconfortable. Il n'y a aucun cheval type sadomaso qui aime bien être tapé dessus, qui trouve ça un plaisir. Donc, aucun cheval n'a envie d'être inconfortable. Si le cheval ne répond pas à la tap-tap, c'est parce que le cheval ne sait pas quelle réponse à donner pour enlever le tap-tap. Ou quand le cheval s'arrête, le tap-tap s'arrête. Il est possible d'éduquer un cheval de s'arrêter en tapant sur la fesse. J'ai déjà vu les exemples au moins 5-6 fois. Ou quand on cravache le cheval, il s'arrête. Et le cheval a appris que si j'arrête, le cravache s'arrête. Donc, ils sont conditionnés à mauvaise réponse. Faites très attention à ça. Ce n'est pas parce que le cheval ne répond pas à une douleur que le cheval ne sent pas la douleur. Donc, faire au sol, mener la tête en avant, tap-tap la fesse, enlève le tap-tap quand le cheval avance. Mais conditionner la réponse, avance à la tap-tap. Ce n'est pas automatique. Le cheval n'est pas né avec une compréhension de l'équitation. Parfois, les gens disent « Oh, si tu tapes sur la fesse, il avance ». Non, moi j'ai vu les gens taper sur la fesse d'un cheval et prendre un sacré coup de pied dans la gueule. Donc, ça veut dire que le cheval n'est pas appris à avancer, il est appris à faire un croupade, un capriole ou quelque chose d'autre. Bien sûr, quand la personne tombe par terre assez bien blessé par cette coup de pied, le tap-tap s'arrête et maintenant le cheval a appris, quand je suis tapé sur la fesse, j'ai envoyé mes sabots très vite. Dommage pour la personne parce que la personne a pensé que la réponse est automatique, que quand je tape sa fesse, automatiquement, par la puissance de la nature, le cheval va avancer. Surprise, ce n'est pas marché aujourd'hui. Donc, faites attention de bien conditionner la réponse. Est-ce que vous avez bien conditionné la réponse à la jambe? Par rapport à la question, la réponse est non. Le cheval ne sait pas, pour enlever la pression de la jambe, avance tes sabots. Est-ce que c'est parce que quand le cheval avance, les jambes n'enlèvent pas? Donc, on a désensibilisé le cheval. Est-ce que c'est parce que j'ai mis les jambes et je n'ai pas obtenu une réponse et j'ai enlevé les jambes sans avoir obtenu la réponse? Dans ce cas-là, dans les deux cas, je fais un enlèvement de réponse à la stimulus. Je récapitule ça très vite parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ces mêmes erreurs ou avec la main ou avec les jambes. Si je mets un stimulus et je n'obtiens pas une réponse et j'enlève le stimulus, j'éduque le cheval de ne pas répondre à la stimulus. De limiter, en fait. Exactement. C'est une forme de, ça s'appelle une extinction de réponse. Donc, je mets les jambes, le cheval ne répond pas, j'enlève les jambes et le cheval dit, bon, apparemment, ça s'enlève tout seul. Un peu comme le sangle. Je serre le sangle, le cheval ne répond pas, rien ne change. Donc, le cheval dit, bon, je ne réponds pas à ça. Donc, on éduque le cheval de ne répondre pas. Si tu fais la même chose avec tes jambes que tu fais avec le sangle, c'est dommage. Une deuxième manière d'obtenir le résultat extinction de réponse, c'est de mettre la réponse, le cheval répond bien, mettre le stimulus, le cheval répond bien et n'enlève pas le stimulus. Donc, est-ce qu'on met les jambes, est-ce qu'on obtient la réponse, est-ce que j'enlève quand le cheval répond? Fais attention parfois pour obtenir le mouvement en avant avec le tap-tap qui devrait être assez rapide. Jamais plus qu'une seconde entre deux tapes. Hein, c'est rapide, parce que s'il y a plus qu'une seconde entre deux tapes, ça veut dire fais-le, fais pas, fais-le, fais pas, fais-le, fais pas. Donc c'est rapide, le cheval répond, parfois il veut lever les fesses, il veut faire autre chose. C'est pour ça que je conseille de faire ça au sol d'abord. Après, quand il avance, on lève le stimulus. Mais reconditionne la réponse à la jambe avec précision et fais attention de voir sur des lignes droites et pas sur des cercles. Il n'y a rien pour démotiver un cheval mieux que tourner en rond. Donc, si tu veux améliorer la réponse à la jambe, c'est sur la ligne droite. Mets un objectif assez loin si possible, bassin, jambe, tap, 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 tap. Quand il avance, laisse faire et arrête et laissez respirer, laissez réfléchir, tourner et refaire. Jusqu'avec bassin, peu de jambes, vous êtes plus là où tu étais. Améliorer la réponse à la jambe, conditionnez-le avec précision. Ouais, en fait, dans le tap-tap-tap que tu expliques, c'est vraiment plus gêner le cheval que le punir, en fait. Oh, ce n'est jamais une punition, c'est toujours un stimulus qui obtient une réponse. C'est pas un tap bref, ou c'est une gêne que le cheval doit enlever en plus des jambes. Un tap-tap rapide comme une mitraillette, et quand le cheval répond, c'est pour ça un seul frappe n'est pas un conditionnement. Un conditionnement, c'est un stimulus qui peut être enlevé par une réponse. Donc ça c'est pas un conditionnement, ça c'est rien du tout, c'est une erreur. En étant poli. Donc, tap, le cheval avance et c'est un stimulus qui peut être enlevé par une réponse. Donc, faire très attention que la réponse est très bien conditionnée. Bien sûr, chaque pression plus augmentée est toujours précédée
par quelque chose de plus léger. Avance bassin, c'est le signal pavlovien. Mettre les jambes, c'est une demande opérante qui commence à gêner le cheval. Et si ça ne marche pas, on passe à la tap-tap. L'objectif, c'est avance bassin, peu de jambes et on y va. Mais ligne droite, pas des cercles. Alors ensuite, on a une question de Lucie Trimolet. Comment Andy procède-t-il s'il pense qu'un problème de comportement vient d'une douleur? Et est-ce qu'il a une liste de professionnels qu'il recommande aux propriétaires? Ce que je fais, si je pense que ça vient d'une douleur, après, ça dépend. Le douleur, certains sont évidents. Boiterie, par exemple, c'est visuel. Je vois bien qu'il y a une douleur. Donc, à ce moment-là, je dois repérer le problème. En liste, j'ai des ostéopathes, j'ai des vétérinaires. Je travaille avec un très bon ostéopathe. Je donne le nom de Nicolas, Nicolas Guichard, dans la région parisienne. Problématique avec Nicolas, c'est qu'il a beaucoup de boulot. Je suis sûr qu'il y a d'autres. Hein. Oui. Mais Nicolas, c'est quelqu'un que j'ai apprécié son travail parce qu'il est formé par moi en éthologie, donc il comprend en équitation éthologique, donc il comprend très bien le comportement et aussi très bien formé en ostéopathie, donc il connaît très bien le travail sur le physique et capable de, parfois les gens pensent que il avance pas, il va avoir mal au dos. Non, la réponse n'est pas conditionnée et parfois ils pensent que j'ai du mal à conditionner la réponse et on dit oui mais il est mal quelque part. Physique, c'est souvent une excuse. J'ai noté qu'il y a beaucoup de gens, le cheval n'est pas en bouche légère, il est problématique avec la main, les gens vont direct vers le dentiste et souvent c'est juste que la main est mauvaise, c'est pas un problème de dents. Mais j'admets qu'il est toujours bien conseillé de passer par le physique pour être sûr que est-ce que le problème est physique, éliminer cette choix-là et après passer sur le comportement. Mais très souvent, il y a les chevaux, ils sont souvent mal au dos, les gens ils voient l'ostéopathe et le cheval travaille toujours avec la tête un peu haute, le dos un peu creuse, avec les yeux exorbités, avec beaucoup de tension. Il n'y a aucun conditionnement, le cheval est dans le mal-être permanent. Vous pouvez appeler l'ostéopathe chaque jour si vous voulez, il va toujours avoir mal au dos. À partir du moment qu'il est mal dans la tête, il est mal dans le corps. Donc, essayez de repérer le cause et pas le problème. Si je grince mes dents, je n'ai pas besoin de voir le dentiste. J'ai besoin de savoir pourquoi je suis si stressé. Si j'ai toujours la tension dans le dos, je peux aller voir l'ostéopathe, mais le problème n'est pas dans mon dos. Je pense que 80%, je lance un chiffre comme ça, mais je pense que 80% de problèmes dans le corps, surtout chez l'humain, vient de sa tête. Si on est bien dans la tête, on a beaucoup moins de problèmes dans le corps. Bien sûr, il y a les accidents et les blessures, c'est pareil avec le chevaux. Mais s'il n'est pas bien dans la tête, il ne peut pas être bien dans le corps. Pour retourner sur la question de base, comment je procède si je pense que c'est physique, je vais dire très clairement, si je pense qu'un cheval pose un problème pour un départ au galop parce qu'il est gêné sur le plan physique, je peux aller voir le vétérinaire et mettre le cheval quelques jours sur anti-inflammatoire et voir antidouleur, anti-inflammatoire. À l'époque, on parlait toujours d'équipalisone, il y a plein de produits différents. Et juste, je sais quelques-uns vont dire « Oh, quelle horreur de mettre un chimique dans un animal. » Quoi, je ne suis pas aussi intégriste que ça. Donc, j'ai mis le cheval quelques jours sur l'anti-inflammatoire, l'antidouleur pour effacer le problème physique le mieux que possible et je vois sur le plan comportemental est-ce qu'il y a une amélioration. Si j'enlève l'option physique et il y a une amélioration, je dis ok c'est physique. Si j'enlève le problème physique qui n'est pas là et le comportement continue, je dis c'est pas physique, c'est appris. Donc parfois c'est difficile de dire est-ce qu'il est mal ou est-ce que c'est un comportement appris. Donc j'enlève le partie physique parfois avec obligé de passer par le veto si tu veux avoir accès aux anti-inflammatoires et tout le reste. Mais trouve un veto sympa et dire je veux bien éliminer les problématiques physiques de douleur, donc est-ce qu'on peut enlever la douleur pour quelques jours et je vais voir comment on va la sensation de douleur. N'oubliez pas que parfois la mémoire de la douleur ça reste pour quelques jours. Ça veut dire que quelqu'un a mis un très mauvais sel sur le dos d'un cheval qui le faisait mal, donc le cheval a pris un comportement de mordre ou agir mal avec le sel. Même si le mal s'arrête, la mémoire va rester un moment. Donc, j'étais sûr que ce n'est pas la mémoire de la douleur, mais j'enlève la problématique douleur avec les anti-inflammatoires et après, j'ai essayé de déterminer est-ce que si j'enlève la douleur, le comportement reste problématique. Sinon, ok, c'est douleur.
Si oui, la problématique comportementale reste, je dis ok, c'est comportemental, comment je vais rééduquer le cheval de répondre mieux à cette stimulus. Ok, oui, donc nous on a notre ostéo Nicolas Gjar parce qu'elle demande si on a des listes de professionnels. Bon voilà, après on travaille avec les cliniques qui sont à côté de chez nous, on n'a pas vraiment un professionnel. C'est sûr qu'il y a des cliniques équines, on préfère travailler avec vraiment des spécialistes des chevaux, mais sinon voilà, il n'y a pas non plus, on n'a pas une liste de professionnels réservés. Dans chaque région, je ne sais pas, je n'ai pas habité dans toutes les régions de la France, mais là où j'étais, ou en Normandie, ou ici dans l'Aquitaine, il y a des grosses cliniques très bien connues pour le professionnalisme et le savoir-faire. Bien sûr, c'est jamais le moins cher, mais c'est le meilleur. Donc, nous, on va vers de meilleures cliniques où il y a la possibilité, par exemple, de faire toute intervention nécessaire. Ou avec les très bons spécialistes et le niveau de soins très haut niveau. Si on pense que c'est un petit problème, on appelle un vétérinaire qui se déplace aux écuries. Par contre, si jamais on a un doute, une boiterie, c'est systématique, on emmène en clinique, comme ça au moins on est sûr qu'ils peuvent faire tout de suite les radios. S'il y a besoin de faire une échographie, ils peuvent faire. Enfin, ils ont vraiment tout ce qui est nécessaire pour faire tout de suite les recherches et puis qu'on trouve tout de suite d'où vient le problème. Alors, ensuite, on a une question de Aurélie GGT. Peut-on travailler un ancien cheval de club en équitation éthologique et comment? Peut-on travailler un ancien cheval de club en éthologie et comment? Je rejoins un petit peu une question que je disais un petit peu plus tôt. Ne vois pas l'éthologie comme une discipline séparable. Tous les chevaux, parce qu'on travaille avec la motivation, tous les chevaux possèdent jusqu'au point de résignation acquise très grave. Tous les chevaux possèdent une envie d'apprendre ou une envie d'être confortable. Ce n'est pas l'envie d'apprendre, c'est l'envie on travaille sur la motivation de l'animal. Tous les mammifères sont motivés par deux choses, ou obtenir les choses attractives ou enlever les choses aversives. Tous les mammifères, vous aussi. Donc, ou obtenir les choses attractives, le renforcement positif, ou enlever les choses désagréables, le renforcement négatif. L'enlèvement de la pression de jambes, la pression de main. Donc, aucun cheval, même un cheval de club, il va quand même garder une envie d'être confortable. La motivation, ça n'arrête pas. Tous les humains restent jusqu'à la fin de leur vie avec une envie d'enlever le mal et obtenir du bien. Donc, le cheval, c'est pareil. Bien sûr, je ne vois pas l'utilisation de jambes et mains comme un mal. J'utilise ça comme un conditionnement de réponse. Mais même un cheval de club, il va souffrir un petit peu, il va avoir eu dans sa vie un petit peu d'inhibition, ça veut dire qu'il y a la pression mais sans réponse. Il ne sait pas comment enlever la main, parce qu'avec les cavaliers dans le club qui skient sur la bouche du cheval en permanence, la réponse à la main, il s'arrête, mais ça peut être reconditionné. Il faut recommencer à zéro, mettre la pression, cherche la bonne réponse, enlève la pression. Toujours dans le même objectif, est-ce que je peux diminuer la pression nécessaire pour obtenir la réponse? Comment je fais ce travail? Je fais le même schéma que je fais avec tous les chevaux. Je commence au début, je prends un cheval de dressage 14 ans, quelque chose, je refais le débrayage, je refais le step 1, je refais les 10 fondamentaux, je revois des 6 essentiels. Donc, est-ce que le cheval est confiant? Est-ce que j'ai le contrôle de ses pieds? Est-ce que j'ai la connexion avec l'humain au sol? Monter, est-ce que j'ai direction? Est-ce que j'ai l'impulsion? Est-ce que j'ai la flexion? Et quand j'ai ces 6 essentiels-là, j'ai tout ce qu'il faut pour avancer. Mais je suis obligé de retourner à zéro et remettre en place les essentiels. Le cheval pas peur, le contrôle de ses pieds, la connexion avec l'humain, les directions dans les jambes, l'impulsion avec jambes et bassin et la flexion avec les jetés. Quand j'ai mis en place ces 6 choses-là, j'ai ma fondation. À partir de ça, je peux construire. Pas important le passé du cheval. Tu peux toujours retourner. Bien sûr, si le cheval a vécu de mauvaises choses, il va y avoir un petit peu de récupération spontanée ou parfois dans une situation qui ressemble à la situation dans laquelle il était quand il a eu cette souffrance, le problème revient un petit peu. Mais tous les chevaux ça dépend. Si le cheval est 28 ans, ça va être plus compliqué. C'est dur d'éduquer papy de faire l'Internet. Mais si le cheval est relativement jeune, c'est plus facile. Mais le parcours, c'est toujours le même. Je prends un cheval et je démarre sur le même objectif. Est-ce que tu as peur? Est-ce que j'ai le contrôle de tes pieds? Est-ce que tu es concentré sur moi ou sur l'environnement?
Est-ce que je peux te guider avec légèreté? Est-ce que j'ai un très bon frein, un très bon accélérateur? Et est-ce que quand je tourne le rein, tu te mets en place avec légèreté? Et c'est pas important le cheval ni le problème d'ailleurs. Même le problème, je ne travaille pas, je sais qu'ici il y a plein de questions, c'est vraiment basé sur j'ai un problème. Le problème, c'est les conséquences de le manque d'éducation. Le problème n'est pas le problème. Le problème, c'est pareil chez les humains. Le problème n'est pas le problème. Le problème, c'est l'absence d'une bonne éducation. Si l'animal a une très bonne fondation et une très bonne éducation, il n'y a pas de problème. Donc, le parcours est toujours le même. Même si là, je réponds aux problèmes un petit peu plus spécifiques, je sais que si je prends le cheval, je refais la fondation et 8 fois sur 10, le problème n'est pas là. Merci. Alors, la question suivante, c'est Joël qui la pose, Joël Déaec. Je pense que ça rejoint ce que tu viens de dire. Sa question, c'est bonjour, comment redonner de l'intérêt à un cheval qui semble attendre que ça se passe? Probablement, toujours, on a les mêmes objectifs quand on travaille avec un cheval, Joël. C'est toujours, est-ce que je peux diminuer le temps de réponse et est-ce que je peux diminuer la pression nécessaire pour obtenir cette réponse? Donc, deux choses, il faut diminuer. Et si on peut garder le travail un petit peu plus intéressant, c'est pour ça que je dis élargir la panoplie des exercices, essayer de faire avec un rythme plus augmenté et n'hésite pas, parfois on est un petit peu trop long et un petit peu trop ennuyeux. Ajoute un petit peu arrière-main, épaule, arrière-main et épaule. Laisse le cheval gagner quand il fait un effort. Si le cheval perd la motivation, c'est parce qu'on n'est pas assez motivant. Si le cheval perd l'intérêt, c'est parce qu'on n'est pas assez intéressant. Donc, est-ce que je suis clair dans mes motivations? Est-ce que le cheval peut toujours gagner? Est-ce que le cheval a l'impression de gérer son Joël, son humain? Est-ce que le cheval gagne quand il fait les efforts? Fais attention qu'il ne gagne pas quand il ne fait pas d'effort. Pas d'effort, pas de confort, pas de bras, pas de chocolat. C'est important. Tu insistes qu'il donne un effort. Parce que si on dit, oh, si tu veux pas, c'est pas grave non plus. Si tu veux pas, ça va aussi. Bah, le cheval vous dit, bah, à ce moment-là, si je peux faire moins et obtenir pareil, si je peux être bien payé pour rien faire, je préfère de rien faire. Donc vraiment, rester concentré sur le fait, est-ce que c'est intéressant, est-ce qu'il y a un bon rythme dans le travail. Fais attention de ne pas être trop long dans l'augmentation de phase. Parfois, par gentillesse, les gens veulent demander au cheval de faire quelque chose. J'utilise le reculé par exemple. Phase 1, phase 2, phase 2,5. Oh, vas-y, recule. Et c'était trop long. Et le cheval a commencé à habituer à l'augmentation de pression et maintenant il ne répond pas. Et après, tu mets beaucoup de pression mais tu obtiens très peu et le cheval dit oh, je ne comprends pas. Donc, correspond des phases avec des secondes. 1, 2, 3, hey! Et monte le truc un petit peu. Parce que, ouh, il est strict. Ben oui, parce que je veux la réponse à 1, 2. Mais si je passe, c'est un petit peu comme même avec les enfants, même avec ma fille. Arrête ça, Sophie. Sophie, arrête. Arrête de faire ça, Sophie. Sophie, non. Non, Sophie. Sophie, je ne veux pas que tu fasses ça. Sophie, arrête ça. Arrête ça. Maintenant, je dis choucroute, il n'y a rien. Elle ne cut pas parce que ce n'est pas. C'est 1, arrête ça. 1, 2, merci. Et être un petit peu plus rigoureux par rapport à ça. Parfois, par gentillesse, on n'est pas efficace. Efficacité n'est pas cruel. C'est tout le contraire. D'être trop gentil et mettre beaucoup de pression pour obtenir très peu, ça c'est cruel. Efficacité, c'est fait très peu pour obtenir beaucoup. Donc c'est beaucoup plus clair, les résultats sont bien plus intéressants. Mais de mettre beaucoup de pression, même le chevaux monté, parfois on voit mettre beaucoup de jambes et obtenir très peu, ça c'est cruel. On est mieux d'avoir fait 1, 2, 3 badines et être plus clair. Et maintenant avec 1, 2, on a la réponse, on est plus la légèreté. La légèreté, c'est éthiquement très acceptable et c'est plus agréable pour le cheval. Quand on commence à être lourd parce qu'on était inefficace, on tombe sans aucune intention, bien sûr, dans une forme de cruauté où on met beaucoup pour obtenir très peu. N'oubliez pas, l'objectif, c'est toujours faire très peu pour obtenir beaucoup. Ok. Alors, ensuite, la question suivante, on a Julie Potera. Bonjour, en liberté, que signifie un coup de cul avec les postérieurs dans ma direction et comment y remédier? Merci à vous. Après, c'est peut être un petit peu de joie de vie. Imaginons que le cheval était en inhibition de mobilité.
il y a un phénomène qui s'appelle un rebond post-inhibition où le cheval était en boxe, par exemple, trop nourri, il mangeait trop d'énergie sans avoir eu la capacité de dépenser. N'oubliez pas, un cheval, c'est 18-20 km ou jusqu'à 30 km par jour dans la nature. Donc, le cheval gardé en boxe où on donne les suppléments et la nourriture qui est avec beaucoup trop d'énergie sans capacité de dépenser, vous allez malheureusement être obligé de se vivre ces moments-là où il y a ces rebonds post-inhibition qui peuvent être assez dangereux aussi pour le cheval malheureusement. Donc, ça, si on peut juste être sûr que le mode de vie du cheval s'est bien adapté, trop de boxe, trop de nourriture, vous allez avoir les explosions. Et là, il n'y a pas un problème d'éducation, il y a un problème de vie quotidienne. Si le problème est plus un problème d'éducation, le fait qu'il va vers l'humain, ça veut dire que l'humain n'est pas le contrôle de son hariyama. Ça veut dire que le cheval gère son propre hariyama. Malheureusement, ça peut sembler un petit peu horrible. Oui, mais l'humain doit avoir le contrôle du cheval et le pauvre cheval, il peut rien gérer. On ne peut pas laisser un cheval faire ce qu'il veut, surtout quand on est monté sur le dos. C'est un rêve idéal, oh, je le laisse faire ce qu'il veut, mais ça va être très compliqué de faire un parcours d'obstacles ou un dressage ou même un randonnée avec un cheval qui fait ce qu'il veut. Donc, on est obligé d'avoir le contrôle de l'animal. Si les deux sabots sont en train de chuter vers vous, c'est un manque de contrôle de l'hariyama. Vérifiez sur le cercle qu'à tout moment, vous pouvez disengager l'hariyama. Ça veut dire pousser l'ange vers l'extérieur, les deux postérieurs se croisent et le cheval y fait face. Et régulièrement, si le commence à lever le fesse un petit peu, disengage et repart dans l'autre direction. Fais attention de ne pas disengager l'hariyama et faire une pause. Parce que si tu dis, quand tu as envoyé tes sabots vers moi, on arrête, le cheval risque d'apprendre ce que tu ne veux pas qu'il apprenne. Donc, disengage l'hariyama, remettre dans l'autre sens. Être sûr que ce n'est pas un rebond post-inhibition. Si c'est le cas, on ne peut pas sanctionner ce genre de comportement parce que c'est dû à sa vie quotidienne, c'est trop d'énergie, pas assez de mouvement. Mais sinon, juste être sûr que vous avez un vrai contrôle de l'hariyama et à tout moment dans la séance, pas important l'allure dans laquelle le cheval est en train de travailler, vous pouvez, sans tirer sa tête. Parfois, les gens pensent qu'ils ont un contrôle de l'hariyama, mais en fait, ils sont en train de tirer sur sa tête avec la longe. Imaginons que le but, c'était d'avoir le contrôle de l'hariyama en liberté. Juste avec un regard et une action de badine vers l'hariyama, le cheval disengage, il fait face. Vous avez le contrôle de le deux postérieur. Si vous n'avez pas le contrôle de le deux postérieur peut s'envoler un petit peu vers vous. Bon, très bien, merci. J'espère que tout ça c'est bien clair pour vous. Alors ensuite, on a une question de Lémidistar. Bonjour, avec ma coach, nous travaillons des chevaux de club en éthologie depuis 2 ans. Ils s'en sortent plutôt bien. Nous avons fait un stage avec vous en août 2017. Mais nous n'arrivons pas à les faire revenir au trot vers nous après un reculé à distance. Ils reviennent, mais au pas et lourdement, voire en se faisant tracter par la longe. Le renforcement positif n'a pas marché non plus. Comment obtenir ce retour au trot et plus de légèreté? D'avance, merci. Pareil, juste faites attention que vous n'êtes pas en train d'imaginer l'éthologie comme je travaille en éthologie plusieurs fois par semaine. C'est quelque chose qu'on intègre dans tout ce qu'on fait. Être sûr que le cheval utilise le cercle un petit peu. Être sûr que le cheval pense que vous êtes le meilleur endroit du monde. C'est pareil, je sais qu'il y a d'autres questions plus tard où les gens vont dire j'ai du mal à attraper mon cheval au pâture. La problématique, c'est associatif. La problématique, c'est que le cheval, il voit l'humain, il dit ah, ça va dégrader ma situation. Ça ne va pas m'a profiter, ça ne me profite pas. Si le cheval voit l'humain et dit ah, ça me profite, normalement, il a envie d'aller vers l'humain. S'il dit ça ne me profite pas, il préfère d'éviter. Logique. Donc, utilise le cercle, travaille le cheval sur le cercle, ramenez le cheval. Il faut courir en arrière vers vous, pause, gratte, bonbons. Gratte, c'est très efficace, mais un vrai pause. Faites attention de ne pas trop rapidement enchaîner les exercices. Reculer, ramener, reculer, ramener. Si le cheval revient vers vous juste pour reculer à nouveau, la motivation n'est pas là. Le cheval dit, bah oui, je vais bien courir chez toi, mais après, tu veux me refaire reculer. Donc, il faut qu'il profite, il faut prendre un moment, il faut arrêter 1 minute, gratte, jusqu'il fait un signe d'allo grooming avec son bout de nez et que le cheval dit, oh, wow, ça c'est trop bien ici. Et après, refaire l'exercice. Parfois, ne recule pas le cheval à distance avant de le ramener. Parfois, juste travaille le ramener sans le reculer. Et augmente la vitesse dans tes pieds, mettre la pression sur sa tête, être sûr que vous avez une très bonne menée, que le moins de pression de l'école va dire avance sabot.
Être sûr que cette réponse-là est très bien. Parfois, j'ai un problème de ramener, le cheval est un peu lourd, j'améliorerai le mener et après, j'améliorerai le ramener. Parfois, j'utilise un stimulus de stick où je frappe le stick et le cordelettes par terre. Ça ajoute un inconfort supplémentaire que le cheval va parfois fuir à gauche, à droite ou quelque chose. Mais j'éduque le cheval que quand tu reviens ici, cet stimulus gênant, il s'arrête. Donc, je peux même conditionner à une accélération dans le ramener en frappant le stick et le cordelette par terre. Fais attention de ne pas frapper le stick et le cordelette vers le cheval parce qu'il ne veut pas courir vers ça, mais presque comme si vous frappez la terre derrière le cheval, comme ça, wap, et cours en arrière. Faites attention que votre langage corporel est très lisible, que quand on recule le cheval, on a le haut de corps devant la ceinture, quand on ramène, on a le haut de corps derrière la ceinture. Le renforcement positif va marcher si le cheval profite assez, si la nourriture est assez attirant, si le cheval obtient un vrai pause, si le cheval obtient un gratte-gratte. Mais fais en sorte qu'il profite. Si tu veux rendre ailleurs un petit peu pire pour qu'avec toi c'est un peu mieux, utilise le cercle et améliorer le ramener à partir du cercle. Moi, si c'était moi, je prends le cheval, j'améliorerai le mener et après je menais et je tourne en arrière, je cours en arrière et je fais en sorte que le cheval profite, mais vraiment. Et après, je fais le reculer et le ramener. Et parfois, j'utilise la frappe de terre pour l'accélérer. Mais fais en sorte que le cheval profite assez, fais en sorte que le cheval ait une très bonne réponse à l'école. Et normalement, les choses devraient s'améliorer. Et être capable de courir rapidement en arrière. Vous pouvez passer de le mener, où je cours et le cheval commence à trotter bien, et je tourne en arrière, je cours et je mets le cheval, la cible, c'est ici, c'est au milieu, et là, tu vas obtenir un bonbon et un gratte-gratte. Qu'est-ce que le cheval dit? Le plus vite que j'arrive là, le plus vite que la pression s'arrête. Ok, bon. Alors ensuite, question de Mathilde, la chèvre. Par quel type d'exercice ou d'attitude doit-on faire ou avoir pour donner confiance à notre monture? Merci beaucoup si vous la tirez au sort. Eh bien, tu vois, on a décidé de répondre à toutes les questions, Mathilde. Quelle attitude? Alors, elle demande quel type d'exercice pour donner confiance, mais aussi quelle attitude elle doit avoir pour donner confiance. À son cheval. Hein? Oui. Souvent, quand les gens pensent à une problématique de confiance avec le cheval, ils lancent directement dans la désensibilisation. La désensibilisation, ça va aider le cheval d'avoir confiance, mais ce n'est pas la totalité de la clé de la confiance. Souvent, les gens disent « Oh, il est très désensibilisé, mais il est quand même peur. » Ça veut dire que ça n'est pas marché. Il faut aussi avoir le contrôle, et le cheval doit avoir le contrôle aussi de son environnement. Nous sommes des facteurs environnementaux. Donc, est-ce que vous avez le contrôle de l'arrière-main? Est-ce que vous avez le contrôle de l'épaule? Est-ce que vous êtes capable de reculer et avancer le cheval? Au sol ou monté, c'est le même 4. Le cheval peut faire assez facilement 4 mouvements de base. Il peut reculer, il peut avancer, il peut isoler les deux postérieurs, il peut isoler les deux antérieurs. Si vous pouvez avoir le contrôle de ces 4 mouvements-là, l'environnement va avoir moins de contrôle sur le cheval. Quand les chevaux ne sont pas confiants, il y a plusieurs raisons, mais souvent c'est parce que c'est l'environnement qui contrôle le cheval, donc il est un peu seul avec un bipède dans un environnement où il n'est pas assez en confiance. Alors là, ça va amener pas mal de problématiques. Donc, l'humain a besoin d'avoir le contrôle de ses pieds ou aussi que le cheval n'ait pas le contrôle de son environnement, donc son humain. Et quand il y a un stimulus, le cheval, il ne sait pas comment le gérer. Tous les mammifères, quand ils ont le contrôle de l'environnement, il y a un apaisement. Tous les chevaux que j'ai travaillés depuis 30 ans maintenant, quand le cheval a l'impression de gérer son humain, et que moi j'ai l'impression de gérer le cheval, bien sûr, mais le cheval sait ce qu'il peut faire pour obtenir ses objectifs, ses motivations. Le cheval va être apaisé, il va devenir horizontal et souvent il va grossir. Parce que le stress, ça bouffe l'énergie et ça donne des problématiques digestives et immunitaires. Tous les chevaux, quand ils sont bien dans le basket, bien dans la tête, sont dans un meilleur état physique. Donc, donner le cheval confiance, ça veut dire, je fais un travail de désensibilisation, mais j'ai un vrai travail de contrôle sur ses pieds et aussi, je deviens un petit peu son zone de confort, que le cheval est plus connecté. Souvent, les gens disent, devient la référente, leader, alpha, référente et tout ça. Pour moi, c'est un petit peu macho, un petit peu de me positionner au-dessus du cheval. C'est moi le patron. Je trouve ça assez anthropocentrique, un petit peu l'humain, c'est le maître de l'univers. Le chevaux va être ici longtemps après il n'y a plus des humains.
Donc, je pense que le cheval, c'est pas le hiérarchie et tout ça, c'est pas important. C'est être sans zone de confort et que le cheval reste concentré sur l'humain parce que l'humain, il a le contrôle sur le mouvement du cheval. Si vous pouvez contrôler ses pieds, si vous avez le contrôle de ses pieds, vous avez le contrôle de son esprit. Mais si vous n'avez pas le contrôle de ses pieds, son esprit va être ailleurs. Et là, ça peut poser le vrai problème de peur et tout ça. Donc, désensibilisation, tout le processus qu'on trouve dans le step 1. Le processus de désensibilisation, bouger les drapeaux et tout ça. Et après le contrôle de ses pieds, le premier deux, la confiance et le contrôle, va amener le troisième, la connexion. Et quand vous avez la confiance, le contrôle et la connexion, il y a beaucoup de moins de problématiques. Juste revoir la question et être sûr que j'ai bien... Elle demandait quel type d'exercice pour avoir la confiance de son cheval et quelle attitude elle doit avoir. Ça dépend. Quand on veut rien, une attitude très très relâchée. Quand on veut quelque chose, une attitude plus tonique pour que le cheval puisse séparer les deux. Quel type d'exercice? Je fais les mêmes exercices avec tous les chevaux quand je démarre. Je travaille avec un mentor que j'ai eu aux États-Unis pendant les années. C'est la meilleure manière de devenir bien dans un sujet, c'est de trouver un mentor et rester à côté de lui le plus longtemps que possible. J'ai travaillé avec un mentor aux États-Unis pendant 5 ans, tous les jours. La meilleure manière de devenir bien dans un sujet, c'est de trouver un mentor et rester à côté de lui ou à côté d'elle le plus longtemps que possible. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Et une fois, il y a quelqu'un qui a posé une question à mon mentor à l'époque. Qu'est-ce que tu fais avec un pony qui fait ci? Et une autre personne qui dit, qu'est-ce que tu fais avec un cheval qui fait ça? Et une autre personne qui dit, et finalement, il a dit, écoute, ce que je vous conseille, et ce n'est pas pour vendre mes cassettes vidéo à l'époque, c'est vraiment un conseil bienveillant pour vous aider. Je vous conseille de trouver le contenu de le step 1, le step 2, le step 3. Tu passes tes steps, ce qui s'appelle le niveau à l'époque, et après, voir si le problème est encore là. À l'époque, ça m'a gêné un petit peu parce que je me suis dit, oui, les gens, ils ont un problème, ils veulent une solution. Maintenant, je suis plus apte à dire, il a raison. Après, c'est 20 ans plus tard, donc je me suis dit, ouais, il a eu raison. Éduquer le cheval, bien éduquer le cheval et après voir s'il y a encore un problème. Le problème qu'on a avec les chevaux sont un symptôme, c'est la partie visible d'un iceberg. C'est quelque chose qui, la cause, il est ailleurs. Quand on est une personne, je ne sais pas, un adolescent en train de faire des bêtises partout, le problème, ce n'est pas ses bêtises, le problème, c'est son éducation. C'est pareil chez le cheval. Le problème d'un cheval, même un cheval qui manque de confiance, le problème, ce n'est pas ça, c'est son éducation. Donc, moi, j'ai fait les mêmes exercices. Les exercices sont basés sur confiance, contrôle, connexion. Donc, désensibilisation, le contrôle de base de ses pieds, désensibilisation avec le cordelette, avec le stick, avec le drapeau, avec l'anti-mouche, avec la tondeuse, avec une bouteille de cailloux qui fait du bruit. Ça aide, mais aussi d'avoir un très bon contrôle sur ses pieds. Si j'ai la confiance et le contrôle, je vais avoir la connexion. À ce moment-là, le cheval n'est pas connecté avec l'environnement et il n'a pas peur. Donc, automatiquement, mais il y a une trentaine d'exercices, donc je ne peux pas citer tous les exercices. Je fais le travail de base, je refais la fondation. Même si le cheval a 18 ans, un cheval de dressage trop peureux, qui pose de vrais problèmes en concours, je reprends la base. Donc, tous les exercices de base, confiance, contrôle, connexion. Et l'attitude, ça dépend de l'exercice. Si j'ai besoin d'une réponse rapide, un peu de pression, j'ai une attitude assez tonique. Quand je désensibilise, dans ma tête, j'ai 92 ans. J'ai trop petite et je bouge le drapeau et tout ça. Et j'aide le cheval à séparer. Quand je suis comme ça, répondre. Quand je suis comme ça, ne répondre pas. Il y a des exercices associatifs où tu dois répondre à le stimulus et les exercices non associatifs où tu ne réponds pas. Mais il faut aider le cheval à séparer les deux. C'est ça. Ok, alors ensuite, la 10e question pour aujourd'hui. Bonjour Andy, mon cheval est stressé quand je suis sur son dos en extérieur. Dès que je descends, il redevient calme. Je suppose que c'est parce qu'il se sent protégé quand je suis à côté de lui, contrairement quand je suis sur son dos. Comment remédier à cela? Il y a un petit peu le réalité dans ce que vous dites, que quand il y a un deuxième être vivant, qui peut, moi j'ai vu un cheval la semaine dernière, il est dans son box avec son chèvre, on enlève son chèvre, il est paniqué. Donc le chevaux, c'est un animal grégaire, c'est un animal de troupeau, c'est un animal qui ne vit pas seul.
Quand on est au sol avec le cheval, automatiquement, il y a un deuxième être vivant avec l'animal, c'est la ratio un petit peu. Ça dépend de la relation avec les humains aussi. Il y a certains chevaux, la présence d'un humain, ça ne rassure absolument pas. Mais si vous êtes rassurant, c'est plutôt un bon signe. Quand on est sur le dos, bien sûr, le cheval ne peut se voir par les humains de la même manière. On était là, on n'est plus là. Il y a quelque chose sur le dos, mais il ne savait pas que c'est le même. C'est juste un cheval. Il n'y a pas toute l'analyse de la situation et la logique de la situation que nous, on peut le mettre. Donc maintenant, ils sont un petit peu seuls. C'est pour ça, dans un environnement facile, bien vérifier tes réponses de base. Est-ce que j'ai un vrai contrôle sur la direction avec mes jambes? Est-ce que j'ai un vrai contrôle de l'impulsion, capable d'arrêter le cheval en moins que 4 foulées dans toutes les allures? Est-ce que j'ai une vraie accélération, capable d'avancer ses pieds très très rapidement? Est-ce que je peux isoler l'arrière-main? Est-ce que je peux isoler les épaules? Et si dans une situation, toute cette éducation de base était faite dans une situation facile. Donc, flexion latérale, arrière-main, épaule, bien vérifié. Si je suis dans une situation où mon cheval commence à être pris par l'environnement, ce peut être un grand écran géant dans un salon, ce peut être le bruit des spectateurs face à un gradin. Parfois, j'entre dans les grosses arènes, ça peut être aux Jeux équestres mondiaux ou un salon de cheval ou un truc comme ça, des environnements assez compliqués pour le cheval. Mon premier objectif, c'est de maintenir le contrôle de ses pieds. Donc, dans une situation où le cheval est dans la forêt en train de dire « Oh là là là, peut-être il y a des lions et des tigres et plein de choses dangereuses ici », je vais faire arrière-main et épaule, et arrière-main et épaule, et arrière-main et épaule. Bien sûr, c'est les exercices tout au début de partie step 1 montée, être capable de plier l'encolure. Il y a toute une technique, lever, glisser, plier, décontracter l'encolure de chaque côté pour que le cheval regarde le botte sans bouger ses pieds, isoler l'arrière-main, isoler les épaules. Et dans ces situations, si je perds le contrôle totalement, je plie, j'arrête. Je garde le cheval plié, je relâche et quand il commence à paniquer à nouveau, je plie et je relâche. Mais 2 rênes pour arrêter dans une situation où le cheval est stressé, vous allez probablement terminer avec le cheval debout. Donc, très mauvaise idée. Être sûr que vous avez le contrôle de ses pieds. Il y a quelque chose qui fait peur à mon cheval vers la droite. Je plie l'encolure vers la droite et je contrôle l'arrière-main. Je disengage l'arrière-main. Engager, ça veut dire ajoute la puissance sur l'arrière-main. Disengager, ça veut dire enlève la puissance de l'arrière-main. Si j'enlève la puissance de l'arrière-main, il n'y a pas grand-chose qui va m'arriver. Le cheval ne peut pas cabrer ou partir ou galoper ou faire sur le mouton avec ses 2 postérieurs croisés. Donc, je plie, je bouge l'arrière-main, je bouge l'épaule et j'occupe ses pieds un petit peu. Et après, je relâche ses rênes et je laisse le cheval faire l'erreur. S'il commence à paniquer à nouveau, je réoccupe ses pieds. Et on balade. Parfois, les gens pensent que balade, c'est être transporté par le cheval. Pas pour moi. Moi, je reste en communication avec le cheval tout le temps. Accélérer ses pieds, ralentir ses pieds. Parfois, arrête, reculer 2, trotter, arrêter. Parfois, je vais même mettre le cheval en place, souvent d'ailleurs. Et faire un petit déplacement latéral sur la piste à gauche, remettre le cheval en place, faire un petit déplacement latéral au trot, une petite session à la jambe vers la piste à droite, parfois mettre les 2 postérieurs sur la piste à gauche et les antérieurs sur la piste à droite et faire un tête au mur, parfois faire un épaule en dedans et parfois laisser le cheval calme un moment, mais je ne laisse pas l'environnement prendre le cheval. Si le cheval ne peut pas concentrer sur 2 choses en même temps. Donc, à partir du moment que le cheval est concentré sur vous, il ne peut pas concentrer sur autre chose. Catherine, elle est capable de faire 3 choses en même temps. Elle est au téléphone en train de... 4, on veut dire 4. J'aimais donc quand elle conduit, bien sûr, mais elle est capable de répondre au téléphone, faire le repassage et aussi parler avec, dire un truc à notre fille et changer la chaîne sur le Disney pour le petit. Et je me suis dit, mais comment tu peux avoir tout ça en même temps? Parce que moi, je suis juste un homme, je suis monotache. Le cheval, c'est plus comme moi, monotache. Donc, à partir du moment que le cheval est concentré sur vous, il ne peut pas être concentré sur autre chose. Mais concentrer sur vous, ça ne veut pas dire tenir le cheval avec vous, avec 2 mains et 2 jambes. Ça va faire un cocotte minute qui va exploser. Le cheval, même au sol,
vous pensez que le cheval que vous êtes un petit peu un référent ou que le cheval il est concentré sur vous, qui est le cas, mais en fait ce qu'il attend de vous, c'est vous êtes en partie de l'environnement gérable, donc c'est lui mettre en confiance. Sur le dos du cheval, c'est pareil. Il faut que le cheval sait quand je mets mes jambes, qu'est-ce qu'il peut faire pour les enlever. Quand je mets la main, qu'est-ce qu'il peut faire pour l'enlever. Quand je isolé le rein d'ouverture, qu'est-ce qu'il peut faire pour enlever ça. Et pendant que le cheval est en train de gérer tous ces stimulus, là je cède, là j'accélère, là j'arrête, là je bouge mes épaules ici, là je cède latéralement. Pendant que le cheval est en train de gérer ou enlever tous ces stimulus, il est en train de concentrer sur « Ok, je sais comment enlever celle-là, je sais comment enlever celle-là ». Il ne peut pas aussi concentrer sur autre chose. Donc, occupe ses pieds pour occuper son esprit. Et ça va aider beaucoup. Au sol, sur le dos, c'est pareil. Si vous avez le contrôle de ses pieds, vous avez le contrôle de son esprit. Bon, merci. C'est bon pour aujourd'hui? Oui, on a répondu tu as répondu à 10 questions. Donc j'espère que ça vous a plu. Alors nous, c'est un exercice qu'on fait quand même assez régulièrement, pas devant une caméra, mais devant un ordinateur, parce que c'est un exercice auquel on se prête sur nos formations en ligne. C'est-à-dire que les élèves qui font partie de nos formations en ligne ont tous les 3 mois, une fois par trimestre, un petit webinaire qui a lieu le soir, où ils peuvent nous envoyer donc des questions quelques jours avant le webinaire. Quand est-ce que c'est le prochain webinaire? Eh bien ce soir, on a celle de la formation Step 2. La semaine prochaine, on a celle de la formation en ligne professionnelle. Et la semaine d'après, celle des Step 1. Donc voilà, on a pas mal de webinaires qui arrivent sur ce mois-ci. Et donc en gros, c'est super sympa parce que du coup, on passe la soirée avec nos élèves. Pas du tout dans la même ville ni dans la même pièce, puisque nous, on est chacun derrière notre ordinateur. Mais c'est très sympa. Et puis voilà, on répond à leurs questions qu'ils nous ont envoyées en amont, donc ça touche à peu près à tous les sujets, ça peut aller de la théorie à la pratique avec une question vraiment précise sur un problème qu'ils rencontrent avec leurs chevaux, donc c'est génial. Et aussi par rapport à ça, ce que je voulais vous dire, c'est profitez bien en décembre, là vous avez sans doute dû voir, on faisait des offres de Noël, et si vous êtes intéressé par la formation en ligne, le Step 1, on a proposé un super truc, c'est que en fait, si vous inscrivez au Step 1 en ligne, vous recevez tout le matériel, c'est-à-dire le basic set, donc le licol, la longe, le stick, la cordelette. Vous recevez aussi un drapeau pour la désensibilisation et vous recevez aussi la longe de 7 mètres. Donc en fait, vous êtes tout équipé pour faire le Step 1 et le Step 2. Donc profitez de ces offres. Cette offre, c'est un cadeau de 185 €, oui c'est ça. Donc voilà, n'hésitez pas à profiter de cette offre parce que c'est là jusqu'au 31 décembre. Voilà, ça t'a plu de répondre à toutes ces questions? Très bien, et j'ai déjà vu qu'il y a pas mal de questions très intéressantes pour la prochaine fois. Donc, on se retrouve dans une semaine. Et peut-être il y a encore des questions qui arrivent, donc peut-être la prochaine fois je vais être obligé d'aller jusqu'à 15 questions parfois, mais j'ai apprécié vos efforts et j'ai une vraie envie de vous aider avec vos animaux. C'est le plus grand, c'est vraiment pour nous. Ça devient très très clair ce qu'on a envie de faire depuis on est installé ici en Gironde. C'est vraiment partager cette connaissance avec un maximum de personnes et aider les humains à mieux comprendre le cheval parce que c'est l'essentiel pour le bien-être du cheval. Il faut bien aider les humains à bien comprendre cet animal. Donc on est en train de regarder de différents moyens technologiques aujourd'hui avec l'internet et tout, de vraiment voir comment on peut disperser cette information déjà sur tous les pays francophones et après sur un plan bien plus large. Parce que on voit bien que pour aider le cheval, le plus que les humains deviennent les hommes de chevaux, le plus que la vie va mieux pour le cheval. Donc j'espère qu'on peut vous aider vers ce parcours assez magnifique de devenir le meilleur homme de cheval que possible pour votre cheval, même si vous êtes des femmes. Allez, passez une belle journée, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles réponses aux questions. Allez, à très vite, ciao! Bonne continuation, bye!